Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dans le cadre de la fête de l'indépendance le 30 juin de cette année 2021, nous organisons une série d'émissions avec des penseurs, des historiens, des intellectuels congolais pour comprendre ce qui nous est arrivé comme un pays trop riche, mais la population est pauvre. Sur ce plateau, je suis avec le professeur Zongalan Talaja, que vous connaissez très bien, Georges. Il donne cours dans une université en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Avec le prof Georges, on va tabler sur une période de 1908 à 1960. Donc, pendant cette période, l'État indépendant du Congo a été cédé à la Belgique. Il est devenu ce qu'on peut appeler Congo belge. Donc le Congo a été annexé. Et nous irons jusqu'en 1960 pour savoir qu'est-ce qui a déclenché l'indépendance. Bonsoir professeur. Bonsoir. Prof, notre peuple veut savoir qu'est-ce qui s'est passé quand on a annexé la Belgique, pardon, l'annexion, quand on a annexé le Congo à la Belgique en 1908 en signant la charte coloniale. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que nous sommes passés du statut d'une propriété privée du roi des Belges à une colonie de la Belgique. D'après les historiens comme Jean Stengers, il prétend que ça a fait un grand changement. Mais il y a d'autres historiens, comme un historien britannique qui dit que le Congo belge est un héritage du roi Léopold II, parce que pas grand-chose a changé après l'annexation du Congo à la Belgique. Oui. On a passé la charte coloniale. La charte coloniale, comme d'autres chartes coloniales, prétend que les colonialistes sont dans nos pays africains pour nous civiliser, donc nous éduquer, développer l'économie, et ainsi de suite. Mais ce qu'on retient de la colonisation belge, c'est que le Congo a plus contribué à l'essor économique de la Belgique que la Belgique l'a fait au Congo. Nous avons contribué beaucoup d'argent, non seulement à la famille royale, parce que Léopold II était devenu l'une des personnes les plus riches en Europe, Oui. À partir de son exploitation du Congo, mais aussi à la colonie. Par exemple, pendant les 2 guerres mondiales, c'est nous qui avons soutenu le gros du poids de cette guerre, non seulement en personnel. Nos soldats sont morts en Afrique de l'Est pendant la Première Guerre mondiale, en Éthiopie et ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais nous avons aussi contribué de l'argent. Jusqu'en Birmanie. Jusqu'en Birmanie, c'est ça. Oui, oui. Donc on voit qu'un pays tel que la Belgique s'est enrichi grâce au Congo. Oui. Il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été construits par Léopold II. Mais prof, la colonisation belge avait quelle mission? On parle au moins de 3 missions. La première mission, c'était de mettre fin à la cruauté du système léopoldien. Le fait que, comme l'écrivain américain le dit, M. Rothschild, qu'environ 10 millions de Congolais sont morts suite à l'exploitation économique, la répression politique de ce système léopoldien. Mais on voit que le système de répression a continué. Bien sûr, il n'était pas aussi odieux, il n'était pas aussi sanglant que le régime léopoldien, mais beaucoup de gens sont morts aussi. Il y a eu des massacres, il y a eu le contrôle, la marche de la force publique dans des villages pour intimider les gens. On parlait de la promenade militaire. Ce n'est pas une promenade des amoureux. C'était une façon d'intimider la population, de leur faire comprendre qu'ils sont toujours observés par la colonie, qu'ils ne peuvent rien faire sans l'autorisation de la colonie.
Donc, on vient de parler économiquement, c'est la Belgique qui a beaucoup gagné. Donc, comment vous qui êtes peut-être vos parents avaient travaillé chez BCK, comment les choses s'est passées sur le plan économique? Non pas mes parents, mais un de mes frères était fonctionnaire du BCK. Mes parents ont travaillé chez les missionnaires presbytériens au Kassai. À Lebo? Pardon? À Lebo ou bien non, à Luputa, à Bibanga et à Luputa. Oui. Donc, BCK, c'était quoi en quelque sorte? BCK, c'est la compagnie de chemin de fer du Bas-Congo au Katanga. Donc ça appartenait... C'était donc une compagnie privée, mais dans laquelle l'État avait des participations. Donc c'est eux qui ont construit les chemins de fer? Le chemin de fer qui va de Lebo jusqu'à Kasakania. Donc ça n'a pas été facile, la construction de ces chemins de fer? Pas du tout. Ils ont employé beaucoup de Congolais qui sont morts dans la construction de ces chemins de fer, surtout dans la construction des ponts. Mais cela ne disait rien aux Belges. Donc, et nous n'avons jamais été récompensés pour tous ces morts qui sont morts dans le service de la colonie. Mais c'est comme ça qu'à Gécamine, on parle d'une grève en 1941, je pense. Une grève des agents de la Gécamine contre l'Union minière du Katanga. C'est ça, justement. C'était une grève extrêmement importante. Et c'était d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une grève qui a été organisée de Lulabour à Elisabethville. Donc, surtout le trajet du chemin de fer, certainement entre ces deux villes-là, et les fonctionnaires de chemin de fer, les travailleurs, tous étaient unis pour faire cette grève afin de revendiquer de meilleures conditions de travail. Par exemple, on était très mal payés. Et un ouvrier congolais faisant le même travail qu'un Belge gagnait un dixième ou un quinzième de ce que l'autre gagnait. Et en même temps, on était soumis à des injures. Et les fouets? Oui, le fouet. On était appelé macaque et beaucoup d'autres choses que les gens ne pouvaient pas tolérer. Et la révolte qui s'est passée chez Ini les Verts, là, dans les palmiers au Bandundu? Oui. Et qui a abouti avec ce qu'on appelle la révolte de Bapende. Oui, en 1931. C'était aussi une révolte de masse populaire, donc de masse paysanne, contre cette exploitation. Comme vous le savez, on était obligé de cultiver des cultures d'exportation. On avait, en chaque région, on était obligé de cultiver soit le coton, soit le palmier, ou soit les arachides, ainsi de suite. Donc, tout le monde travaillait pour la colonie belge? Absolument. Et non pour la population congolaise? Pas du tout, d'autant plus qu'il n'y avait qu'un seul acheteur de tous ces produits. Un acheteur désigné par la colonie. Vous allez chez lui, il vous dit le prix. Vous amenez vos marchandises, mais c'est lui qui détermine le prix. Et le prix était vraiment dérisoire. C'est qu'on payait aux gens. Et c'est comme ça que les gens sont révoltés? Tout à fait. Oui, vous parlez de l'oppression culturelle, et puis vous avez parlé de Kimbangu. C'était comment? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai défini le colonialisme comme étant constitué de 3 composantes. L'exploitation économique, la répression politique et l'oppression culturelle. Exactement. De quoi s'agit-il? L'oppression culturelle, c'est cette méfiance que les Européens ont des Africains. Nous étions des enfants. Notre musique ne valait rien, ce n'était que du bruit de tam-tam. Notre art, c'était rien, c'est comme des enfants qui jouaient. Or, aujourd'hui, si vous voulez voir le meilleur art africain, il faut aller en Europe. Tous nos meilleurs objets d'art sont en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, ainsi de suite. Donc, ça vous dit que c'était des hypocrites. Tout à fait. Parce qu'ils savaient très bien que nous étions capables de tout faire. Que nous avions des esprits vraiment qui avaient le savoir de faire des arts, des objets d'art, et que nous avions de très bons musiciens, de très belle musique, d'ailleurs qui a influencé la musique comme le jazz aux États-Unis, le blues,
ce sont des musiques qui sont d'origine africaine, hein, donc de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale notamment. Donc tout cela c'était pour nous faire donc des inférieurs, hein. C'est comme Frantz Fanon parlait de l'infériorisation. Le mot n'est pas peut-être français, mais c'est un mot correct, c'est un mot qu'on peut utiliser. On a voulu vous rendre dans une situation d'inférieur pour mieux vous contrôler. C'est comme ça que Kimbangu a fait une résistance. Lui, par exemple, en tant que catéchiste baptiste, il a travaillé dans une, je crois, une usine d'huile ici à Kinshasa, et il a eu l'appel du Seigneur pour pouvoir diriger donc son peuple, pour les organiser, les mobiliser contre le colonialisme, hein, et pour vraiment leur donner le sens qu'ils sont des responsables, hein, que nous sommes des personnes autonomes, nous pouvons nous gérer nous-mêmes. Hein. D'ailleurs, c'était déjà l'esprit de Kimpavita, hein, quand il s'est révolté, déjà au XVIIIe siècle, enfin, oui, c'était le XVIIIe siècle, elle avait cette option, cette croyance que les Noirs étaient capables de se gérer. On n'avait pas besoin de missionnaires catholiques portugais ou italiens, qu'on pouvait avoir des prêtres congolais et même des évêques congolais. D'ailleurs, on en a eu un, qui était un évêque. Vous avez dit exploitation économique, répression politique et oppression culturelle. C'est ça. Donc les trois missions, les triples missions du colonialisme. Mais ils avaient quand même trois piliers. Oui. Du système colonial, vous avez les grandes entreprises, l'État ou l'administration coloniale, et l'Église catholique. Exactement. On parle de la trinité coloniale. C'est passé comment? Oui, mais c'est le professeur Krafodian, qui était mes professeurs à l'université de Wisconsin, a donc inventé ce mot de la trinité coloniale. Le fait que le Congo était sous le contrôle de trois organisations majeures, notamment l'État colonial, donc, qui s'occupait de la répression politique, les grandes entreprises, les trusts internationaux, qui s'occupaient de l'exploitation économique, et l'Église catholique, qui était responsable de l'oppression culturelle. Mais toutes ces organisations étaient impliquées dans l'une ou l'autre de l'entreprise coloniale. Parce que pour mieux contrôler les gens, par exemple, dans les compagnies, dans les camps de travailleurs du BCK ou de l'Union minière, c'est l'Église catholique qui avait des écoles. Donc, elle contribuait très bien à mieux préparer les jeunes gens pour travailler pour le BCK ou l'Union minière. Hein? Et donc, et l'État était toujours présent. Et l'Église catholique, il y a une délégation d'un évêque, l'archevêque l'entend, il dit non, nous préparons les Congolais à être fidèles à la Belgique. Oui, donc c'était la mission de l'école. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des Congolais qui pensent que la Belgique c'est une grande puissance. Oui. Donc on peut dire que dans l'éducation, dans la culture, dans la culture du Congolais, on trouve les traces de l'Église catholique. Ça ne peut être qu'un fait, le fait qu'il domine le terrain sur le plan de l'éducation. Mais à un moment donné, il y avait un certain affrontement entre l'Église et les grandes entreprises, parce que l'Église disait, mais vous prenez tous mes croyants, c'est pas pour les protéger. Ça a été un conflit entre les deux entités. Oui, mais c'était un conflit qu'on pouvait régler entre eux. À l'amical. Oui. Mais le premier conflit qui a opposé l'Église aux entreprises, c'était l'Église protestante. Où, par exemple, le révérend Shepard, qui est l'un des fondateurs de l'Église presbytérienne du Congo, a fait un article contre la compagnie du Kassai, du fait de leur exploitation du caoutchouc, où les gens étaient complètement maltraités, même tués, ainsi de suite. Et la compagnie lui a donc porté un procès, a fait un procès contre lui. Et c'est ici à Kinshasa que le procès a été résolu par un tribunal dirigé par un juge belge qui avait reçu des instructions qu'il ne fallait pas condamner
le pasteur américain, parce que les États-Unis avaient menacé de ne pas reconnaître l'annexation du Congo par la Belgique si ces missionnaires étaient donc condamnés de quoi que ce soit. Exactement. Mais comment, parce que là on tend vers l'indépendance, Ouais. mais qu'est-ce qui a fait que ce pouvoir colonial belge s'est effondré très rapidement? Les causes qui sont à la base de la décolonisation en quelque sorte. Parce que on voit, beaucoup de Congolais ne pensaient pas que la Belgique allait céder le Congo. Dans la mentalité, la Belgique était très puissante. Oui. Donc la colonisation pouvait rester éternellement. Mais qu'est-ce qui a fait que les choses aillent vite? Bien, vous vous rappelez qu'en novembre 1955, un professeur belge de l'université coloniale d'Anvers, oui. Jeff Van Bilsen, a publié un pamphlet où il présentait un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique belge. Ce plan a été traduit en français en février 1956, comme le plan Van Bilsen. Il a été injurié partout en Belgique. On le considérait comme un socialiste, un traître, un malade mental, et ainsi de suite. Mais voilà qu'il nous a pris seulement 4 ans pour devenir indépendant, et non 30 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le changement au niveau international. La Deuxième Guerre mondiale a révélé que les puissances coloniales ne pouvaient plus tenir le coup après que le peuple colonisé ont vu toutes leurs faiblesses. Hein? On croyait que vraiment le blanc était un Superman. Mais on a constaté que dans le champ de bataille, tout le monde meurt comme être humain et que le peuple colonisé se sont mobilisés pour leur indépendance. Oui. Notamment en Chine, donc en Inde, et ailleurs, le peuple a dit qu'il fallait vraiment mettre fin à l'impérialisme. Hein, au contraire que, par exemple, la Chine a été morcelée par les puissances européennes. Ils se sont organisés pour conquérir leur indépendance. Et puis après, le Parti communiste a fait donc la longue campagne pour prendre le pouvoir. Et en même temps, en Inde, avec Gandhi et Nehru, ils ont organisé une longue lutte pour l'indépendance. Par exemple, en 1943, à Casablanca, sur terre africaine, il y a eu un débat entre le président Franklin Roosevelt, américain, et le premier ministre britannique, Winston Churchill. Roosevelt dit à Churchill qu'après cette guerre, vous devez décoloniser. Donc ça, Roosevelt, c'est le président américain. Américain. Donc il n'était pas, n'avait pas la même vision de l'hégémonie. Non, pas du tout, parce que le capital américain voulait l'ouverture, voulait lui aussi être dans les colonies. Ils étaient exclus par... Donc ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aimaient les droits, non. C'était parce qu'il fallait avoir l'accès au marché africain. Ils ont prétendu que comme ancienne colonie, ils ont contre le colonialisme. Oui, bien sûr, qu'ils le font sur le plan humanitaire. Mais non, il y a toujours les intérêts qui sont impliqués. Churchill a dit que je ne suis pas devenu le premier ministre de Sa Majesté pour présider sur la désintégration de l'Empire britannique. Ça, c'était en 1943. 4 ans plus tard, qu'est-ce que Churchill fait? Il préside sur l'indépendance de l'Inde. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont compris que comme l'Union soviétique et le camp socialiste supportaient l'indépendance des peuples colonisés, ils allaient perdre tout si eux aussi ne s'impliquaient pas dans le processus de décolonisation. Donc ils étaient obligés. Ils étaient obligés de le faire, mais aussi ils ont compris que tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que tout en décolonisant, ils avaient toujours le contrôle économique. C'est leurs grandes entreprises qui faisaient des affaires dans tous ces pays. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. C'est ça. Donc ils pouvaient continuer à soutirer des profits de ces colonies. La seule exception était le Portugal. Pourquoi? Parce que le Portugal était un pays pauvre, qui n'avait pas de grandes entreprises dans les colonies. Par exemple, vous allez au Mozambique aujourd'hui, vous voyez qu'ils conduisent à gauche.
Or, c'est un pays qui était gouverné par le Portugal. Oui. Pourquoi cette raison? C'est parce que le Mozambique a été une colonie économique de la Grande-Bretagne. Et entouré, donc, il y a l'Afrique du Sud aussi, le Zimbabwe à l'ouest, le Malawi au nord, donc c'est un pays anglophone, donc, où il y avait les grandes compagnies, étaient des compagnies anglophones. Oui. Donc, c'était nécessaire que le Portugal continue à gouverner ces États parce qu'il dépendait des royalties et des taxes. Mais quel est le rôle que les Nations Unies ont joué dans cette démarche de colonisation? Enfin, je dirais un rôle, disons, de soutien à la libéralisation, enfin, à la libération des peuples colonisés. D'ailleurs, en 1960, il y a eu une résolution des Nations Unies pour l'indépendance des peuples colonisés. Hein. Mais c'est aussi en 1948 l'adoption donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Voilà. Donc ces deux éléments ont contribué dans le soutien du processus de décolonisation. Prof, dites-moi un peu. Les Belges ne croyaient pas qu'on allait décoloniser le Congo, c'était l'empire du silence. Oui, oui. Mais les choses sont parties très vite. Comment très expliquer vite. ça? Et pourquoi les Belges résistaient? Pourquoi ils ne pouvaient pas penser que le monde est en pleine limitation? Mais parce qu'ils vivaient dans leur illusion que les Congolais étaient des enfants, qu'on pouvait garder en situation d'enfance pendant des années et des années. Mais ce qui a changé, c'est la lutte pour l'indépendance. En commençant avec la déclaration de Kasavubu en août 1956, que ce dont le Congo a besoin, ce n'est pas 30 ans de préparation pour l'indépendance, mais une indépendance immédiate. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, parmi ces groupes, il y a eu il y avait la conscience africaine oui. Et puis là-bas, il y avait des manifestes qui se sont affrontés. C'est ça. Et vers 1957-58, il y a eu naissance des partis politiques. C'est ça. Est-ce que ces partis politiques ont joué de véritables rôle dans la libération du Congo? D'une façon, oui, d'autre façon, non. Oui, dans le sens qu'ils ont quand même mobilisé le peuple. Chacun des partis a parlé de l'indépendance, il a fait comprendre aux gens, d'ailleurs ils ont fait des promesses de toutes sortes, que l'indépendance, avec l'indépendance, vous n'aurez plus à payer de taxes, vous aurez de l'enseignement gratuit, les soins de santé gratuits, et ainsi de suite, et puis de meilleurs emplois, de meilleurs salaires, ainsi de suite. Mais je pense que l'élément le plus important, c'était l'éveil du peuple, l'éveil de la conscience populaire. Par exemple, dans l'année 59, dans le Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, et les régions de Kwilu-Kwango, les Belges ne pouvaient plus rien faire. Le peuple avait complètement vomi le système colonial. Il y en avait qui refusaient même d'aller pour des soins médicaux parce qu'ils disaient qu'on va vous tuer là. Donc il fallait casser avec la colonisation. Ouais. Alors ils ont compris qu'ils n'avaient plus de contrôle. C'est ainsi qu'après les événements du 4 janvier 1959, la Belgique a dû conclure qu'il fallait décoloniser. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans un piège? Parce qu'on voit les partis politiques, la politique était interdite au Congo, Kinshasa, dans le pôle ville dans les temps. Maintenant, vers les années 56-57, on dit qu'il faut libéraliser, il faut qu'il y ait les partis politiques, mais beaucoup de partis, à part les MLC, sont construits sur base de l'ethnie. Est-ce qu'on ne sont pas tombés dans ces pièges-là jusqu'à aujourd'hui? Oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de liberté politique pendant la colonisation. Et on était autorisé d'organiser des associations tribales. Et par exemple, quand les gens allaient dans une ville pour travailler, on cherchait tout d'abord les gens de leur région, qui parlaient leur langue, pour pouvoir organiser des cérémonies, par exemple, de mariage, de deuil, et ainsi de suite. Donc c'est sur base de ces groupements ethniques que les partis ont été fondés. Sauf le PNP, donc le Parti des Nègres Payés, et donc le MLC, qui était le peu de partis nationaux qu'on a eu. Les autres étaient des partis régionaux ou
purement, simplement ethnique. Donc, on peut dire qu'on va au niveau de la Belgique, tout comme au niveau du Congo. Il n'y avait pas les mêmes discours, parce que ceux qui étaient ici, les colons, ne voulaient pas partir. Et les Belges, l'opinion belge demandait à ce qu'on puisse libérer les Congolais. C'est ça. Dans l'indépendance. Oui. Et surtout l'opinion progressiste, pas tous les Belges. L'opinion progressiste était d'accord qu'il fallait. Et aussi, les grands capitalistes ont compris qu'il y allait de leur intérêt pour libérer le pays, mais pour pouvoir créer un autre climat propice donc à l'accumulation de profits. Donc on disait que quand on a cédé le Congo à la Belgique, c'était pour qu'ils puissent mettre ensemble toutes les hommes, donc toutes les sociétés minières et autres, britanniques tout comme américaines, d'accord, parce que Léopoldien avait remis en cause la liberté de commerce qui était stipulée dans l'accord de Berlin. Donc la Belgique a bien géré la situation jusqu'en 60 pour les intérêts. Donc on peut dire que la Belgique jouait les rôles de commissionnaire ou bien de gérant. Tout à fait. C'est vrai, mais dans certaines de ces grandes entreprises, il y avait quand même des capitaux étrangers. Il y avait par exemple, vous prenez les plantations, les verres. C'était une compagnie britannique. Exact. Et vous aviez donc chez la compagnie qu'on appelle aujourd'hui MIBA, qui était fourminière. Il y avait des capitaux américains dans la fourminière. Donc il y avait quand même une entrée, donc une ouverture qui était là pour quelques compagnies étrangères d'avoir des participations dans les compagnies installées au Congo. Donc ce qui a fait qu'avant les élections, avant l'indépendance, les compagnies minières ont joué un rôle important. Par exemple, au Katanga, l'Union minière était très présente dans les... C'est l'Union minière qui est à la base de la session katangaise, qui est à la base de la création de Konakat. Exactement. Et l'Union minière qui a fourni aux Américains l'uranium avec lequel ils ont fabriqué les premières bombes atomiques du monde. Et le Congo n'a rien eu. Rien du tout. Est-ce qu'on peut réclamer ça aux Belges? Sauf un réacteur atomique pour l'université Lovanium. Prof, ce qui est frappant, c'est de voir qu'au Congo, toute cette histoire n'est pas bien connue par notre peuple, par la jeunesse. Comment on va s'en sortir? Parce que nous mais il y a quand même des historiens congolais qui ont écrit ça. Isidore Ndaïwel a bien écrit dans une histoire du Congo. Le professeur Jean-Marie Makombo a aussi publié. Mais c'est l'affaire qu'on lit très peu au Congo. Il faut cultiver la culture de lecture parce qu'il y a eu des gens. Mabika Kalanda a écrit beaucoup. Il y a aussi Kamba Boacha. D'autres aussi. Mais prof, ça c'est eux, ils ont écrit. Mais une question, pourquoi cette histoire n'est pas prise à l'école? Ça, il faut poser la question aux dirigeants politiques, parce que ce sont eux qui contrôlent donc, la scène politique, ce sont eux qui contrôlent l'éducation, et c'est à eux de pouvoir s'assurer que les jeunes Congolais connaissent notre histoire. Mais qu'est-ce qui les empêche d'imposer? Ça, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont peur du colon, de l'ancien colon? Je ne sais pas. On parle dans d'autres pays, par exemple au Cameroun. Quand vous parlez avec le peuple camerounais, le peuple camerounais connaît sa propre histoire. Mais vous venez à Kinshasa, au Congo, vous avez un peuple qui ne connaît pas son histoire. Et même les historiens n'ont même pas le courage de réclamer. Mais qu'est-ce qui se passe, les intellectuels, entre vous, vous êtes politologue, pourquoi vous n'êtes pas aussi prendre position, demander à ce que le gouvernement congolais introduise les cours de l'histoire du Congo à l'école primaire, secondaire et universitaire? Oui, on doit le faire. Moi, je pense que nos ministères de l'éducation, tant primaire, secondaire et technique, et enseignement supérieur, doivent nécessairement faire tout pour que nos jeunes gens apprennent l'histoire du pays et connaissent bien d'où nous venons et où nous voulons aller. Donc sans cela, un pays ne peut pas se construire, ne peut pas se développer. Il faut connaître d'où nous venons pour mieux préparer notre avenir. Oui, prof, ça c'est vrai. Les gens parlent,
Les hommes politiques écoutent, ils ne font rien. Le peuple est ignorant de sa propre histoire, quelquefois de sa philosophie. Est-ce que le Congo, tel qu'il est aujourd'hui, peut-il s'en sortir sans tirer les leçons de l'histoire? Pas du tout. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. Nous devons connaître ce qui s'est passé pendant la période de traite, la période léopoldienne, la période coloniale et les 61 années que nous venons de passer sous contrôle de nos propres frères et sœurs. Il y a Mme Niaoukanza qui avait publié son livre sur les origines du développement politique, donc c'est sa thèse à Harvard. Là, il est parvenu à dire que l'ennemi du Congo, ce n'est pas seulement la Belgique, ce sont les trusts ou bien l'ennemi du Congolais, quoi. Donc l'ennemi de l'État congolais actuel, donc l'État Zaïre, l'État congolais, ce n'était pas la Belgique, mais c'est surtout les systèmes capitalistes internationaux qui étaient à Berlin en 1985. Et c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est tout à fait correct. Mais vous prenez le cas de l'Union minière. C'est l'Union minière qui a offert notre uranium aux Américains. Et c'est le patron même de l'Union minière qui a amené ça à New York et puis à Washington. Nous avons aussi le fait que au moment de l'indépendance, c'est l'Union minière qui s'est organisée avec d'autres trusts internationaux pour obtenir donc l'appui des États-Unis, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, pour que le Katanga soit donc une province séparée du Congo. La sécession du Katanga n'a pas été l'initiative des Congolais. C'était l'initiative des entreprises internationales et des colons belges. Donc ils ont joué un grand rôle dans la crise qui a marqué notre pays. Sans la sécession du Katanga, on ne serait pas venu là où nous sommes aujourd'hui. C'est elle qui a conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc, j'étais fort étonné, par exemple, quand j'ai appris que Moïse Tshombe allait rentrer au Congo. D'ailleurs, j'ai appris ça d'un sous-secrétaire d'État aux affaires africaines des États-Unis, J. Menon Williams, qui était le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines du président Kennedy et du président Johnson. J'étais donc un pasteur noir de Detroit m'a demandé de l'accompagner à une réception chez le gouverneur William, parce qu'il était ancien gouverneur de Michigan pendant 12 ans, alors on l'appelait toujours gouverneur. Nous sommes allés chez lui, c'était fin juin 64. Alors il me présente M. Williams, alors qui vient chez moi, qui me dit: ah, mais est-ce que vous ne croyez pas que ce dont votre pays a besoin, c'est de quelqu'un comme Moïse Tshombe? J'ai crié, j'ai dit: le traître Tshombe. Et comment il a réagi? Ah, il a dit: non, jeune homme, il faut voir, c'est un homme vraiment bien, c'est l'homme dont... Et 4 jours plus tard, dans le journal local, je vois Tshombe retourne au Congo. Et puis, 2 jours après, Tshombe, Premier ministre. Donc, il me disait quelque chose, il me renseignait sur quelque chose. Mais pour vous, ça fait longtemps que vous êtes en Amérique, vous êtes parti trop jeune, et vous vivez encore, vous donnez cours. Quelle est la perception des Américains sur le Congo? Et quand je parle de perception, donc, des Noirs américains, d'un côté, et des Blancs. Comment ils voient le Congo? La plupart des Américains ne connaissent rien du Congo et n'y songent même pas. Chez les Noirs, bien sûr, il y a un petit noyau de panafricanistes qui adorent Lumumba et qui parlent de lui tout le temps et qui organisent des manifestations pour commémorer son assassinat, par exemple, le mois de janvier. Par exemple, moi, je suis très pris au mois de janvier parce que je reçois des appels des journaux, des stations de radio, de télévision pour des interviews concernant Lumumba. Et la plupart, ça vient de Nord-Américains. Donc, il y en a qui ont été fort marqués par Malcolm X, qui était vraiment un grand supporter de Patrice Lumumba.
Donc, mais la plupart ne connaissent pas grand-chose. Ils ne peuvent pas vous dire qui était Lumumba, et les Blancs s'en foutent. Hein, on n'en parle même pas. Mais, c'est-à-dire, l'intérêt majeur sur le Congo, c'est dans les entreprises. Donc les mines, quoi. Donc on s'en fout des Congolais. Oui, oui, Ce qui intéresse les Américains, les autres, c'est... Mais est-ce que les Congolais sont conscients? Je pense que les Congolais aux États-Unis sont conscients de ça. Mais ceux qui sont ici? Je ne sais pas. Mais c'est vous qui êtes ici. Non, vous le regardez de loin. Est-ce que quand vous voyez les débats qu'on fait dans les médias, les discussions entre intellectuels, ce qui est curieux, non, moi, ce qui me choque, c'est que notre classe dirigeante ne semble pas consciente de l'importance du Congo. Exactement. Des enjeux politiques et économiques qui se posent. Parce qu'ils sont tous s'intéressent à l'accumulation de la richesse personnelle, hein, et ils ne font rien pour... Mais ils ont fait tomber la Gécamine, l'Amiba, ainsi de suite. Hein. Ce sont des patrimoines nationaux qu'on devrait vraiment soutenir et bien soigner pour que ça continue à produire des emplois, à continuer à enrichir notre pays, ainsi de suite. Or, ils sont par terre. Donc, je crois que c'est la classe politique que moi je condamne et non pas le peuple. Et les multinationales, vous les laissez tranquilles? Non, pas du tout. Mais, non. J'ai toujours critiqué la multinationale depuis que j'étais un jeune homme. Oui. Non. Mais comme je l'ai dit, ce sont eux qui étaient derrière, hein, la sécession du Katanga. Ouais. Ce sont eux qui nous ont créé tous ces malheurs que nous avons. Et continuent à le faire. Hein, parce qu'après l'uranium, il y a le cuivre, le cobalt, hein, et puis il y a maintenant le coltan et d'autres minéraux qui les intéressent. Pour terminer, je voudrais vous question, quelles leçons pouvons-nous tirer de la colonisation belge, donc de 1908 à 1960, donc la fin un peu de la colonisation belge? Quelles leçons on peut tirer? Moi, je dis que c'est la continuation du régime léopoldien. Sauf donc, que le niveau de violence avait baissé un peu. Avait diminué. C'est tout. Maintenant, quel héritage maintenant avons-nous de la Belgique, de la colonisation? Oui, je crois qu'il y a cette méfiance qui existe entre la classe dirigeante et le peuple. On le voit par exemple comment la classe dirigeante traite les gens qui travaillent pour eux. Hein? C'est comme les Belges le faisaient. Hein? On paye très peu d'argent pour les gens qui, par exemple, à Kinshasa, les gens vivent très loin. Ils peuvent travailler, ils doivent prendre plusieurs taxibus pour arriver à la destination du travail. Et vous demandez combien tu gagnes par mois. Vraiment pas grand-chose. Donc on peut dire que la population a raison de dire qu'ils ne sont pas indépendants. Les Blancs sont partis, ouais. Les Noirs sont restés, ils ont porté le costume des Blancs. Exactement, pour exploiter les propres frères. Tout à fait. Et dans ces conditions, on fait comment? Mais il faut changer de mentalité. Il faut maintenant retourner à Mavika Kalanda. Hein? La remise en question, hein? Base d'une décolonisation mentale. Ouais. Nous n'avons pas encore fait cette décolonisation mentale. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, 60 ans après, 61 ans après, il n'y a pas d'avenir. Non, il y a d'avenir. Je suis toujours optimiste. Prof, est-ce que les fonds, vous parlez de l'héritage colonial belge. Ça, c'est... Mais on a oublié qu'on a répété presque le modèle colonial de l'État. C'est ça. Hein, la manière dont l'État fonctionne jusqu'aujourd'hui, c'est un modèle colonial. On essaye un peu de tenir. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer un nouveau modèle de l'État? Il le faut. Mais qui doivent le faire? Moi, je crois que les mouvements sociaux, par exemple, aujourd'hui, je vois au sein de la société civile, où il y a beaucoup d'agitation pour que la CENI soit dépolitisée. Est-ce possible dans le contexte actuel? Je ne sais pas. Vous qui êtes au pays, peut-être avez de meilleures réponses à cela. Mais je pense que notre société civile, les organisations de femmes, les organisations de jeunes doivent vraiment se mobiliser pour fournir à la société congolaise de nouvelles idées,
Les idées sont pas seuls les penseurs. Tout le monde ne peut pas fournir les idées. Mais que font les penseurs des intellectuels congolais? Qu'est-ce qu'ils proposent comme modèle de l'État? Mais chaque groupement social a ses penseurs. Les penseurs ne sont pas nécessairement les gens qui ont des doctorats. Non, je parle de penseurs qui écrivent au moins, parce que la pensée, c'est seulement l'oralité. Mais il faut que ce soit quand même écrit avec une analyse approfondie. Oui, je crois que vous, des médias, devez aussi prendre vos responsabilités. Non, les médias ne font que transmettre ce que les autres relayent, ce que les penseurs produisent comme ça. Mais s'il n'y a pas une pensée, comme aujourd'hui, je prends un exemple, le président parle de l'Union sacrée de la nation, mais curieusement, on a reçu des musiciens. Mais les penseurs étaient où? Ne fût-ce que même dans les débats dans les médias, il n'y en avait même pas. Donc comment vous voulez réinventer notre État s'il n'y a pas de nouvelles idées, si on n'a pas changé de paradigme? C'est ça. Non, il faut le faire. Je crois que c'est là une des conversations que vous devriez engager avec les professeurs de philosophie, de droit, de politique, d'économie. En commençant par vous, parce que vous êtes politologue. Ah oui, je suis disponible. Ok, prof, nous arrivons à la fin de notre entretien. J'espère que les gens nous ont bien suivis. Merci et bonsoir.